Oui, bonjour à tous, c'est Saint-Maudit en français cette fois-ci. J'ai comme eu juste une envie soudaine ce soir là, de faire une vidéo en français pour ma chaîne parce que, de un, ça fait super longtemps là, que j'en ai pas fait. De deux, j'essaie tranquillement là, de recommencer à vlogger par rapport au hobby, vlogger sur le hobby. Puis, je sais qu'il y a quand même pas mal de gens là, de langue française, entre autres, là, qui me suivent sur le channel. Fait que je me suis dit que ça pourrait être le fun juste d'en faire un impromptu comme ça, juste pour dire que je vais continuer à en faire des fois. Puis là, ça me tentait. Cette vidéo-là, dans le fond, je vais probablement le refaire en anglais un peu plus tard, là, cette semaine ou la semaine prochaine. Parce que c'est comme une vidéo, c'est que je veux vous parler de ma relation que j'ai avec la consommation, dans le fond, le marché du jeu de rôle, puis mon processus par rapport à ça, puis la relation que j'entretiens avec comment je pourrais dire, acheter des RPG, investir dans un système ou dans un jeu de rôle. Je l'ai déjà mentionné dans le passé, là, je suis particulièrement critique puis farouche par rapport à ça parce que je suis assez perfectionniste, complétiste. Je pourrais facilement tomber dans un truc où c'est que ça me coûterait les yeux de la tête, genre avoir des lignes complètes de jeu et tout. Puis avec le temps, j'ai comme développé une sorte de, je dirais peut-être pas mantra, mais une certaine éthique, une certaine façon de faire dans mes choix par rapport aux jeux que je me procure ou aux jeux que je back, mettons sur Kickstarter ou autre. Puis je vais essayer de vous présenter ça là, un peu rapidement dans cette vidéo-là, faire un survol. Parce que une des particularités là, de la prochaine année, là, de ce que j'aimerais faire dans le hobby, pour m'aider à revenir puis à gamer un peu plus, puis recommencer à m'y intéresser, c'est que je me suis dit, parce que moi, dans le fond, ce qui m'intéresse le plus dans le hobby, c'est le game design. J'adore, je trippe sur la théorie du game design, puis genre comment on design, puis les choix de design, puis les différents modèles, puis les manières de faire, puis l'expérience qui en découle et tout. Puis, une des meilleures manières d'étudier ça, c'est d'acheter des jeux, puis de les lire, puis de les essayer, de les tester, les mettre à l'épreuve, etc. Fait que là, j'ai commencé à en acheter beaucoup plus dans la dernière année, puis il y en a d'autres qui s'en viennent pour la prochaine année. Puis voici les prochains jeux que je veux lire, puis que je veux tester, puis que je vais discuter sur la chaîne là, dans le futur. Alors, c'est dans un ordre qui n'est pas un ordre aléatoire complètement. Là, j'ai une pile à côté de moi ici. Puis je vais passer à travers. Puis le premier que j'ai là, c'est Outbreak Undead, la deuxième édition, que j'ai backé sur Kickstarter cette année ou l'année passée, puis qui vient juste d'arriver en fait, puis qui, lui, il est le fruit d'une longue recherche. Parce que dans le fond, moi, mon approche par rapport à la décision d'investir ou pas, puis d'acheter un jeu, c'est que je passe quand même un certain temps à étudier. Je fais un choix, je me dis, bon, moi, dans ma bibliothèque, là, ce que j'aimerais avoir, c'est un jeu, un système qui me permet d'avoir une expérience particulière pour émuler un genre particulier. Alors, je vais chercher vraiment un jeu qui va m'offrir ça. Parce que une chose, moi, entre autres, qui m'intéresse dans le hobby, c'est l'idée qu'il y a des jeux qui sont faits pour créer une expérience particulière, X, associée à un genre, un thème, un purpose quelconque, une esthétique. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est de me procurer des jeux qui font ça, donc des jeux qui sont très clairs sur leur intention, que cette intention-là est supportée mécaniquement par le design, puis que aller voir, puis tester, voir si ça le fait ou pas, puis checker pourquoi, puis apprendre de ça. Et puis, quand je voulais me pogner un zombie survival, là, un jeu de zombies, il y avait quand même pas mal de choix. J'ai envoyé des demandes dans la communauté, je voulais savoir c'était quoi les opinions les meilleures. Puis il y avait différents modèles, différents jeux, tu sais, comme... cette vidéo-là va être ben trop longue si je commence à prendre trop de temps, là, mais
je me suis arrêté sur celui-là. Il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment cool. Il y en avait des old school, les plus récents. Puis Outbreak Undead, ce qui offrait la première édition à ce moment-là, c'était quelque chose qui m'intéressait. C'était l'idée de, simulationniste, très précis, beaucoup de règles pour faire plein de petites choses particulières. Le character creation qui est très intéressant aussi, que tu as un questionnaire basé sur des vrais tests psychologiques pour te créer toi-même. Ça, c'est un peu le truc qu'eux ils mettaient de l'avant avec ce jeu-là, mais tu n'es pas obligé de te jouer toi-même. Sauf que si tu veux, il y a une espèce de protocole, de procédure qui va te donner un personnage sur papier qui paraîtrait et très cohérent avec toi-même, très à l'image de qui tu es. Puis ça, je trouvais ça super cool, ça m'intéressait. Puis là, à ce moment-là, il annonçait qu'il travaillait sur une deuxième édition, puis que la deuxième édition allait avoir un paquet de trucs vraiment intéressants. Puis moi, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, dont la possibilité de jouer le jeu en 3 modes différents. Donc, un mode un peu arcade, genre film d'action, où c'est que tu peux les règles sont minimalistes, puis anything goes, puis genre ça va vite. Puis ça, c'est un peu pulpy, là, un peu. Tu pourrais quasiment jouer genre un genre de zombie à la Woody Harrelson, le Zombieland, je pense, je me souviens pas. Là. Puis après ça, tu as un deuxième mode qui est un peu plus précis, un peu plus simulationniste dans les règles. Plus de règles, plus de possibilités, plus de difficultés. C'est quoi, là? Je vais juste voir vite fait, là. Ils ont des noms. Le premier, c'est arcade. Il y en a un, genre, c'est survivaliste. Je vais juste voir les noms. Ça va prendre une éternité si je fais ça. Bref. Il y en a un, c'est survivaliste. Je ne sais pas si c'est le dernier ou celui du milieu. Donc, il y en a un qui est très arcade, très léger. Il y en a un, tu rajoutes un peu plus de règles. Ça commence à être un petit peu plus sérieux. Puis le troisième, il est top level. Là, je veux dire, il y a des règles là-dedans pour construire ton stronghold, construire ta cache où c'est que tu te tiens avec les autres survivants, puis il faut que tu l'entretiennes, puis tu peux faire tes propres armes, puis tu peux genre comment je pourrais dire, designer tes gears toi-même. C'est vraiment cool. Puis dans le jeu, genre on parle dans le graphic design, les modes de jeu sont signalés par des couleurs comme ça. Fait que partout dans le livre, tu as des logos, des codes de couleurs. En tout cas, c'est vraiment cool qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai bien hâte de commencer à checker ça. Puis j'ai vraiment hâte de le jouer. Alors voilà, ça c'est pour mon zombie. Je vous reviendrai là-dessus quand j'aurai commencé à jouer. Récemment, RuneSlinger a parlé de Delta Green sur son channel. Puis quand il a parlé du Need to Know, genre il a montré le produit, de quoi ça avait l'air, puis je trouvais tellement que ça avait l'air beau, tellement que ça avait l'air d'un bon produit de qualité. J'étais allé checker un peu, j'ai regardé en ligne, puis je me suis dit, tu sais quoi, le Mythos, j'ai jamais joué encore aux jeux qui sont dans la famille du Mythos. Delta Green, j'avais entendu parler, j'ai pas de jeu qui représente le genre un peu à la X-Files, ou même plus sophistiqué que ça, où c'est que comme des agents particuliers qui gèrent un domaine particulier, où c'est relativement au mythos, là, c'est très en tout cas, je suis encore un peu en manque de mots. C'est du Lovecraftian Horror and Conspiracy, c'est vraiment genre j'ai rien de proche de ça, c'est complètement à l'opposé de mes genres que je joue d'habitude, puis ça va l'air vraiment nice. Puis la nouvelle édition avec le GM Screen, moi j'adore les GM Screen, même si j'y couche, puis ils n'ont jamais levé, là, ils sont couchés, mais j'adore les GM Screen. Aussitôt qu'un jeu en a un, je me le procure quand j'ai le livre. Là. Puis l'espèce de petite bouclette qu'il y a tout dedans. Fait que je me suis dit, puis il avait l'air real, il avait l'air vraiment, on a l'habitude dans le lobby de voir ces produits-là, les Quick Start Rules, puis celui-là était comme pas nécessairement présenté comme ça, il était un petit peu plus, il avait l'air un peu plus complet, un peu plus solide. Je me suis dit, you know what, je vais me pogner ça, je vais tester ça, je vais regarder, je vais me faire la main avec ça, si jamais il y a de quoi, au pire, je compléterai avec des PDF, puis si je tombe en amour raide, ben, je prendrai le boîtier, t'sais. Alors voilà. Puis ça, je connais pas grand chose sur ce jeu-là. La seule raison pourquoi je me l'ai procuré sur le fly de même, c'est le concept du produit.
donc le GM Screen avec l'espèce de Quick Start, puis le Mythos, parce que j'avais pas de jeu dans ma collection de livres qui parle du Mythos. Éventuellement, un jour, c'est sûr, ça va me prendre Call of Cthulhu, mais pour l'instant, je me suis dit, on va commencer avec ça. Ouais. Prochain, Paranoia. Lui, c'est comme un jeu que j'entends parler depuis mes tout débuts. Un jeu que ça m'a pris du temps à catcher c'était quoi, puis vraiment m'intéresser. Puis là, quand j'ai vu qu'il y avait la deuxième édition faite par Mongoose de Red Clearance Edition, j'ai dit, ok, là, j'ai pas le choix, ça me le prend. Parce que c'est un jeu culte, c'est un genre très particulier qui est, comment je peux dire, très singulier, ou c'était unique en soi, que j'haïs pas. C'est un genre que... J'ai un autre jeu qui offre ce genre-là, c'est Free Market. Par Luke Crane et Jared Sorensen. J'ai pas eu l'opportunité de jouer non plus, mais c'est le même genre de jeu parce que c'est des designers qui ont été très influencés par Paranoia, l'original. C'est un jeu que, by design, il est proposé comme un jeu drôle, léger, où c'est que tu rigoles autour de la table, puis tu prends pas ça trop au sérieux. Et je trouve ça vraiment nice comme ambiance. Et celui-là, ben, il est proposé dans une boîte, un box set. J'adore les RPG qui sont proposés dans des boîtes. Il y a des cartes pour jouer, pour faciliter le jeu. Il propose des différents dés de couleurs pour représenter l'intelligence artificielle qu'il y a là-dedans et tout. Et bon, c'est quand même... les enjeux concernant l'intelligence artificielle sont de plus en plus pertinents puis proches de nous, puis on en entend parler de plus en plus, puis ils sont bien réels. Puis ce jeu-là, ben, tu as l'opportunité d'aborder ça à travers une espèce de setting complètement, comment je pourrais dire, out of this world. Là. Ça fait que c'est vraiment cool. Puis moi, j'adore les jeux qui ont des cartes là, pour compléter l'expérience. Fait que ça, cette édition-là offrait ça, puis je trouvais ça cool. Puis Mongoose, tu te trompes pas. Honnêtement, Mongoose, moi, je n'ai que des bons commentaires à faire sur leurs produits et sur comment ils s'approprient des jeux pour les reformuler. Comme le Traveler que j'ai, moi, c'est Mongoose, puis il est excellent. L'autre que je me suis procuré, c'est un RPG de Star Wars. Et là, celui-là, ça a été le fruit d'un dilemme. Ça, c'est le Star Wars D6 par West End Games, qui a été repris par Fantasy Flight, si je ne m'abuse, qui en ont fait un 30e anniversaire. Exact, Fantasy Flight. Qui en ont fait une édition 30e anniversaire dans un super beau boîtier avec les 2 livres originaux, là, qui ont gardé la même esthétique et tout. Et j'avais le choix. Parce que, justement, le Fantasy Flight, il offre le Star Wars avec les nouveaux dés, le Edge of the Empire, etc., qui a les dés narratifs avec leur système, puis tout ça, puis qui est super populaire, qui a une grosse ligne de livres et tout. Puis, je regardais cette ligne-là, puis je trouvais qu'investir dedans était un peu trop dispendieux à mon goût, à cause de la multiplicité des livres, et puis j'avais fait peur d'ouvrir une boîte de Pandore, puis j'aime Star Wars, là, mais je suis pas comme le gros fan de Star Wars à tout casser non plus. Et puis je m'y connais pas comme tant non plus. Alors, pour plein de raisons, j'avais comme pas envie d'investir too much, autant en énergie et en temps pour m'approprier cette immense ligne de livres-là. Puis puis j'adore les jeux old school, j'adore les vieilles mécaniques parce que j'aime ça m'y réapproprier. Je vais en reparler dans une autre vidéo, j'en ai parlé récemment. Et puis ce jeu-là, tout le monde, dont François Letarte, tout le monde en a que des bons commentaires. Puis c'est pas pour rien qu'ils en ont fait une édition 30e anniversaire parce que D6, là, en plus, c'est mes dés préférés. Puis habituellement, on dirait toutes les expériences que j'ai avec les systèmes D6, je les adore. Alors, je me suis dit, c'est quoi? C'est une belle édition. Puis, ça me prenait un Star Wars. Parce que c'est quand même un truc, quand même une expérience que j'aimerais faire en jeu de rôle, un de ces 4.
Alors, ça, c'est comme un cadeau que je me suis fait. Puis, voilà. Alors, c'est comme ça que je me suis... Éventuellement, ce que j'aimerais faire avec ce RPG-là, c'est jouer avec des connaisseurs de Star Wars, probablement me trouver un maître de jeu qui connaît l'univers à fond, puis créer une expérience en couple de sessions, là, genre jouer qu'est-ce qui se passe entre tel film, tel épisode, genre qu'est-ce qui se passe entre mettons le 3 et le 4 pour tel personnage, ou c'est quoi le prequel de lui, ou quel est le sequel, puis réimaginer ça à ma façon, puis le jouer à la lumière d'un film, comme si c'était un film ou une série, là, comme tel qu'ils nous sont présentés. Là. Puis ça, c'est tellement classique, là, cette art-là. Anyway. Excellent, super beau product, là, puis très abordable, fait que j'ai pas hésité. Là, Booteal, ça, écoutez, ça là, c'est un long processus décisionnel aussi. Ça me prenait un western, parce que j'adore le genre western. Je voulais avoir un système qui pouvait me donner l'expérience de ça. Puis, pour moi, le genre western, je l'ai appris puis je l'ai connu à travers les Sergio Leone, les western spaghetti, puis des bons westerns comme Tombstone, puis des années 90. Puis c'est un peu comme ça que j'ai abordé le genre western, puis que j'ai appris à l'aimer avec les années. Puis Deadwood aussi, entre autres, des choses comme ça. Puis là, moi, ça fait longtemps que je veux me procurer Aces and Eight. Parce que Aces and Eight ont une super belle mécanique là, avec les cartes à jouer, puis l'espèce de roue, l'espèce de truc là, en acétate que tu mets sur une figure. T'sais. Puis super belle ligne de livre, pas trop longue, pas trop volumineuse, tu peux te procurer tout le truc, puis t'es seté là. Puis intéressante mécanique, système très simulationniste, très profond, très deep. Là, tu peux vraiment aller loin là, avec ce jeu-là. Par contre, comme discontinué, j'ai pas backé la deuxième édition sur Kickstarter, j'allais manquer. Puis là, il y avait aussi, là, j'ai vu que j'ai manqué aussi un Kickstarter d'un jeu western fait par des Scandinaves qui a l'air vraiment cool aussi, très complet, mais je l'ai manqué. Puis, j'avais entendu parler de Booteal, 3e édition, l'édition comme complète là, qui ont sorti là, dans les années 90, parce que c'est quand même un jeu des années 70, ça, c'est un vieux jeu. TSR, Gygax, qui a travaillé là-dessus originalement. Tu l'as ici, je crois. Excusez-moi. Ouais, et voilà. La première et la deuxième édition par Gygax, mais la troisième, c'est Steve Winter, parce que c'est plusieurs années plus tard, comme... je pense que c'est quoi, c'est 80, les années 80. Anyway, alors je me suis procuré ça, puis ça c'est un jeu old school. Puis l'idée avec ça, j'avais entendu du bon stock. François Letartre, entre autres, m'en avait parlé, il m'a dit que c'était bon. Puis j'avais pas de Gygax dans ma collection, dans ma librairie du jeu de rôle. Si ça m'en prend un, c'est pas le choix. C'est la seule affaire de TSR que j'ai. Puis, mais l'idée, c'est ce que j'aimais de Booteal, c'était premièrement, c'est que c'est old school. Fait que souvent, les jeux old school, ce qui est vraiment nice, c'est que le design, le système, il est straightforward. Il est très, très, très... souvent, sont très épurés. Ça fait ce que ça fait, puis ça le fait directement. Puis, ils sont jamais clairs sur les intentions. Fait que ça sera pas, par exemple, comme voici un jeu de rôle du Far West qui va te donner l'expérience genre de la conquête de l'Ouest. C'est jamais précis, puis souvent, t'as pas beaucoup de mécaniques pour supporter l'expérience. C'est ça que j'aimais des Season 8 avec l'idée des duels, puis tout ça. Par contre, lui, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y en avait un peu dedans quand même. Il y a des règles pour des duels, il y a des règles pour ta réputation, comme dans l'Ouest. Il y a des skills pour ton cheval. Il y avait ils ont comme pensé à une couple de trucs vraiment cool, puis je me suis dit, ça serait un super beau défi, ce jeu-là, pour essayer ce que je veux faire, c'est-à-dire comme je vais essayer de faire des genres de hacks, mais c'est pas des j'ai comme une approche pour le hacking, j'en ai parlé vite fait avec celui-là, là, parce que j'en ai parlé un peu dans le temps. C'est l'idée que moi, j'aime ça jouer les jeux raw, pour voir l'expérience telle qu'elle est designée à la base. À
partir de ce moment-là, ce que j'aime faire, c'est ajouter. J'enlève jamais. J'ai comme une espèce d'éthique avec ça. J'ai comme un code de conduite. J'enlève pas des trucs que j'aime pas. J'essaie juste de rajouter des petites choses, soit qui viennent d'un autre jeu ou que je crée moi-même pour améliorer, pour rendre l'expérience plus satisfaisante. Puis souvent, c'est pas grand-chose. C'est juste des petites affaires à droite à gauche. Puis ça fait comme toute la différence pour moi au niveau de mes goûts puis au niveau de l'expérience. Puis souvent, c'est inspiré là, justement de ce que les nouveaux jeux modernes font. Puis des fois, ça a des résultats absolument géniaux, surtout avec des vieux jeux comme Cyberpunk 2020 ou je suis certain que celui-là, ça va être très similaire. Bref, je reviendrai là-dessus. Mais l'idée là, de pouvoir comme créer ton cheval avec ses propres skills, tout ça, je trouvais ça absolument génial. Oh, celui-là. Dans le fond, ça, je me l'ai procuré parce que quand j'ai pris la décision de ne pas prendre Edge of the Empire, d'aller pour l'autre jeu à la place, vous savez quoi? Je vais faire cette vidéo-là en 2 parties parce que je pense qu'à un moment donné, je vais couper parce que j'avais pas assez d'espace sur mon téléphone. Alors, je vous reviens avec un part 2, une deuxième partie.